situation au Mali. Est-ce qu'il y a encore lieu de parler de situation ou l'affaire est bouclée? Non, c'est pas terminé, loin de là, mais je pense que c'est pas terminé dans les termes de ce que l'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France va s'installer. Et pour longtemps, ils ont annoncé que ça serait une opération qui serait très longue. Et donc, à mon avis, on va avoir une présence au nord qui sera très, très allongée dans le temps. Et puis, en même temps, eh bien, une redisposition du pouvoir central à Bamako avec une protection des relations bilatérales entre la France et le Mali, sans ajouter aussi les États-Unis qui sont présents. Donc c'est un repositionnement géopolitique, géostratégique plutôt? Pas forcément un repositionnement, une confirmation, parce que je pense qu'ils n'ont jamais jamais disparu de la scène malienne. Et moi, pendant les 5 ou 6 dernières années, quand je me rendais là-bas, j'avais toujours des discussions avec beaucoup d'intellectuels ou même des gens de l'État et des militaires qui mettaient en évidence que la France n'avait jamais mis un terme à la France-Afrique comme vision générale de ces relations. Après, on peut peaufiner les détails, mais sur le fond et l'essence même de la présence, elle reste la même. Ça frise un peu le terrorisme d'État, là? Non, c'est pas vraiment. Faut faire attention aux termes que l'on emploie. C'est pas un terrorisme d'État, mais c'est par contre une politique française qui continue à être coloniale, qui continue à utiliser la diversion politique pour inscrire une véritable stratégie économique de spoliation des ressources et des matières premières de l'Afrique. Mais alors comment ça se fait que certaines interventions reçoivent l'unanimité et d'autres pas, comme en Syrie? Oui, c'est-à-dire que effectivement, la façon dont est préparée l'opération permet d'avoir l'unanimité, c'est-à-dire que le peuple malien lui-même n'est pas au courant de ce qu'il y avait derrière la scène et la préparation pendant des années. Et donc on présente ceci comme une libération du peuple. En Syrie, on a une couverture où on dit qu'on est contre le dictateur, mais en même temps on soutient l'opposition, on ne sait pas qui est l'opposition, et donc il y a un jeu aussi médiatico-politique où on est en train de mettre en évidence le fait qu'on est impuissant en Syrie et qu'il y a une nécessité d'une libération au Mali. Nous avons également invité aujourd'hui le professeur, donc le journaliste Michel Collomb, pour venir partager avec vous, durant cet après-midi, une réflexion autour de ce qui se passe de manière spécifique au Mali. Mais je pense qu'on va déborder sur cette question-là, parce que le Mali n'est qu'un épiphénomène par rapport à ce qui se passe de manière globale au niveau de l'Afrique. Et pour ceci, donc, on aura deux temps, de 20 minutes chacun, et puis un échange avec vous au niveau de vos questions, de vos réflexions. Merci aux amis de l'European Muslim Network de me donner l'occasion d'échanger avec Tariq, c'est toujours un plaisir, et avec vous, en ces moments d'autant plus importants que la prophétie de « on est bientôt à une guerre par an » est en train de se réaliser. Néanmoins, je vous plains, parce que si j'en crois ce que j'ai entendu à la télévision cette semaine et la semaine d'avant, vous êtes en réalité, je cite, des tribus d'internautes qui voient des complots partout et ont fait de la manipulation par les médias leur unique grille de lecture du monde et de l'actualité. Quand j'entends dans la bouche de cette autorité qui voit des complots partout, quand j'entends le mot tribu pour désigner les gens qui cherchent la vérité en tâtonnant sur Internet et ailleurs, quand j'entends cette personne vous appeler des tribus, je repense à cette phrase de Régis Debray qui disait à propos de l'ethnocentrisme et de l'arrogance des intellectuels français et européens. Debray disait « Ils ont enlevé leur casque, mais dessous, la tête est restée coloniale ». Et en même temps, je vous plains parce que là, maintenant, vous allez aggraver votre cas puisque les tribus d'internautes, je continue la citation, sont soumis à des mercenaires de la propagande, passés maîtres dans l'art de désinformer pour radicaliser les intérêts et discréditer la démocratie en même temps que la presse. Rien que ça. En même temps,
je vous plains pas trop, je crois que quand on se fait insulter par l'adversaire, ça prouve qu'on est dans la bonne voie et qu'en face, on commence à avoir peur que justement les arguments d'autorité ne marchent plus. Et je pense que la personne qui a sorti ses amabilités à votre égard et à notre égard, et je suppose que vous l'aurez reconnu, puisque c'est la spécialiste qui analyse les réseaux de l'extrême. Et je pense que le titre qui convient le mieux, c'est « Flic ». Mais je respecte les policiers, donc je dirais « Flic de la pensée ». Cette personne a pour fonction, très avantageuse je crois, de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, et qui ils peuvent écouter et qui ils ne peuvent pas écouter. Et donc, elle nous accuse, des gens comme Tariq et moi et quelques autres, de discréditer la démocratie et de discréditer la presse. Rassurez-vous, mademoiselle, elles le font très bien toutes seules. Et c'est pas moi qui le dis. Je lisais il y a une dizaine de jours dans Le Soir une tribune libre de Jean-François Kahn, qui est un homme de centre droit, mais de temps en temps assez lucide et honnête, je trouve. Et il disait, il avait donné des conférences sur les médias et l'information après l'affaire de cette Française Florence Cassé libérée au Mexique. Et il avait constaté qu'il y avait un battage ahurissant autour de cette libération, alors qu'il y avait des sujets beaucoup plus importants. Et Kahn disait que dans les conférences, dans chaque ville où il venait de parler, il y avait quelqu'un qui dénonçait ça, qui dénonçait les médias et qui se faisait énormément applaudir. Et Jean-François Kahn disait, est-ce que les journalistes de notre système vont se remettre en question, vont se rendre compte que, en fait, journaliste, c'est devenu, dans le sondage des professions, encore pire que politicien. Et donc, il disait non, il n'y aura aucune remise en question, aucun débat, et c'est ce qu'on voit. Et au même moment où les médias faisaient tout ce tapage sur cette personne, si elle est innocente et qu'elle a été libérée, ou qu'il y a un doute et qu'elle a été libérée, tant mieux, pas ça le problème. Mais au même moment, ces médias ont censuré pendant des années le cas d'une personne emprisonnée pour ses opinions, Salah Hamouri, en Palestine, et de ça, mademoiselle Fourest n'a évidemment aucun intérêt pour ce cas, parce qu'elle ne s'attaque qu'aux gens d'en bas et elle ne s'attaque jamais aux gens d'en haut. Donc moi j'ai eu l'honneur d'être accusé 2 fois en 15 jours de théorie du complot par Caroline Fourest et avant ça par Henri Guénaud, l'homme qui écrivait les discours de Sarkozy. Et comme je l'ai dit, théorie du complot, c'est l'argument des gens qui n'ont pas d'argument quand les faits les dérangent. Et donc, puisque Mademoiselle Fourest nous a fait la leçon dans sa merveilleuse série télévisée, ah non, pardon, c'est pas une fiction, nous a fait le compliment, nous a fait la leçon en nous disant qu'il fallait douter de tout sauf des faits. On va donc lui demander si c'est un fait ou si c'est une théorie du complot qu'au Mali, il y a énormément de richesses, bien que les gens crèvent de pauvreté. Et on va lui demander si c'est un fait ou une théorie du complot, le fait qu'au Mali et dans d'autres pays, il y a certains Français qui se construisent des fortunes colossales, comme le groupe Bolloré, par exemple, dans l'exportation des matières premières et les transports, comme le groupe Areva dans l'exploitation de l'uranium pour l'industrie nucléaire, comme le groupe Bouygues TF1, mais aussi la construction, et comme le groupe Total, dont cette semaine, dans les pages roses réservées au monde des affaires, je lisais que le bénéfice de Total a été dopé, que le bénéfice a grimpé de 8% à 12,4 milliards d'euros. Avec 12,4 milliards d'euros, vous comblez sans problème le trou de la sécurité sociale, les retraites, etc. Donc 12,4 milliards de bénéfices pour Total, et 40% de ce bénéfice se réalise en Afrique. Et là, c'est intéressant de comprendre comment il y a des gens si pauvres et des gens si riches en Afrique ou autour de l'Afrique. Et là,
c'est le moment de rappeler ce que disait Mitterrand en 1988 pour expliquer sa politique envers l'Afrique. Chaque franc, disait-il, investi au sud rapporte 8 francs au nord. Il faut se rendre à l'évidence, ce sont les pauvres qui financent les riches. Encore un homme de la théorie du complot, Mitterrand, certainement. Un autre grand comploteur, c'est le célèbre groupe capitaliste d'audit des entreprises et d'analyse des situations économiques, McKinsey. McKinsey déclarant récemment même si le continent africain reste confronté à d'importants problèmes de développement, comme c'est gentil cet euphémisme, le taux du retour sur investissement en Afrique est tout de même le plus élevé au monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui construisent l'essentiel de leur fortune en Afrique et qui gagnent plus en Afrique que n'importe où ailleurs, pendant que les Africains crèvent de faim. Donc, on aimerait bien, mademoiselle Fourest, que vous nous expliquiez cette contradiction, au niveau des faits, bien sûr, ou que vous alliez dire aux Maliens qu'ils sont eux aussi des partisans de la théorie du complot. Le président Hollande s'inscrit dans la même ligne. Je cite, « La France maintiendra ses engagements vis-à-vis de ce continent plein de promesses. Toutes les puissances du monde y sont et essayent de développer leur influence. C'est un continent où la démocratie progresse. » Ah bon? Parce qu'on avait remarqué dans le soutien aux dictateurs du Tchad, du Gabon, dans le coup d'État en Côte d'Ivoire où la France a bombardé le palais présidentiel et en Afrique et au Congo aussi, justement, où la France soutient des milices pour empêcher le Congo d'exercer sa souveraineté. Mais bon, Hollande continue. C'est surtout ça qui l'intéresse. Un continent où l'énergie et l'environnement sont autant de sujets majeurs. En 2050, 80% des francophones seront africains, 700 millions de femmes et d'hommes. Chacun comprend ici l'enjeu. Donc, voilà encore un théoricien du complot. Et en fait, le problème, c'est de savoir, comme je l'ai dit récemment, comment est-ce qu'on peut être pauvre quand on est riche? Comment, dans un pays qui regorge de matières premières, et un continent en général, il est possible que les gens restent dans la pauvreté? Alors le fameux Henri Guénaud, qui écrivait les discours de Sarko, dans son célèbre discours de Dakar, où il a fait la leçon au début de son mandat aux Africains, Sarkozy-Guénaud reprochait aux Noirs africains de ne pas être entrés dans l'histoire. Je ne sais pas s'ils sont totalement ignorants ou totalement malhonnêtes, ou les deux, mais c'est ahurissant parce que quand on regarde l'histoire du Mali, dans les années 1200, il y avait un empire du Mali. Il avait été fondé par Soundiata Keïta. L'empire du Mali avait un État fédéral très organisé avec un parlement. Vous imaginez, dans les années 1200, un parlement. En Europe, on va juste attendre 6 ou 7 siècles pour arriver à cette chose-là. Et l'État était très organisé, avec une armée, avec un système d'enseignement, avec un trésor public. Il organisait l'extraction et la vente de l'or. Il développait l'agriculture, coton, arachide. Il y avait des centres universitaires extrêmement célèbres à Tombouctou, à Géné ou à Ségou. Et un des successeurs de Keïta, Boubacar II, 2 siècles avant Christophe Colomb, a lancé 2 expéditions maritimes pour découvrir l'Amérique. Donc, pour des gens qui ne sont jamais entrés dans l'histoire, c'est pas mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, il y avait toute une économie en Afrique et au Mali. Il y avait une économie avec un commerce, des caravanes qui remontaient de la Gambie, donc de l'ouest de l'Afrique jusqu'à la Méditerranée. C'était effectivement contrôlé, organisé par les Touaregs. C'était un commerce extrêmement prospère. Et quand le colonisateur français est arrivé là, intéressé par les matières premières, qu'est-ce qu'il a fait? Il a totalement disloqué, brisé ce commerce. Pour gérer le commerce et l'économie, il a importé des Libanais et des Grecs. Et ensuite, la grande démocratie française, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a assassiné des milliers de professeurs de langue arabe. Pourquoi? Parce que ce commerce
entre toutes ces régions et tous ces pays, quand vous faites du commerce, vous avez besoin d'une langue que tout le monde comprend. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Vous voulez faire du commerce, c'est l'anglais. Et à ce moment-là, c'était l'arabe. Et donc, si on voulait détruire ce commerce et que tout soit pour l'exportation vers la France, on a massacré des milliers de professeurs d'arabe à l'époque. Donc, ça, c'est documenté. Et en fait, la question fondamentale à travers l'histoire, c'est comment le 1%, comment la minorité va garder le contrôle des richesses. Et cette histoire-là a continué avec le premier président du Mali, Modibo Keïta, qui voulait le développement de son pays, l'indépendance, toute une politique panafricaine, comme on dit, comme il y a le panarabisme. Et qu'est-ce que la France démocratique a fait avec Modibo Keïta? Et là, je l'ai dit, mais il faut le redire constamment autour de soi, elle a organisé le coup d'État de Moussa Traoré, 23 ans de dictature sanglante, et Modibo Keïta a crevé en prison. C'était dans les années 60, c'est le tout premier président, je crois que c'était en 68 qu'il a été écarté. Ensuite, pour comprendre la question riche-pauvre là-bas, il faut regarder ce qu'a fait le FMI, le Fonds monétaire international, le gendarme financier du capitalisme. Il a dit aux Maliens, arrêtez un peu de vous diversifier comme ça dans toute votre économie locale, le Mali, vous allez vous spécialiser dans le coton. Très bien. Le Mali s'est spécialisé dans le coton pour se faire concurrencer par le coton des États-Unis, subventionné en dumping, et donc les paysans maliens n'ont pas la possibilité d'écouler leur coton. Une ressource très importante au Mali, c'est l'or. Et comme je l'ai signalé, cette ressource est aux mains de groupes internationaux, notamment les Français de Bouygues à travers des sociétés écrans. Et comme je l'ai signalé, mais il faut le redire, il y a un film, et je vous invite à en prendre les références et à inviter son auteur qui est ici à Bruxelles. Le film s'appelle Mali d'or. Il a été réalisé par Éric Pauporté. Et ça raconte l'histoire de mineurs qui luttent contre le fait que les gens de Bouygues ne les préviennent pas du tout des dangers parce que l'or, ça s'extrait avec de l'arsenic et du cyanure. Donc c'est extrêmement dangereux et les mineurs mouraient comme des mouches, mais comme on s'était arrangé pour les endetter, soit le frère ou le fils était obligé de venir travailler à la place de celui qui était mort pour payer les dettes. Donc ça, c'est Bouygues. Évidemment, on ne va pas raconter ça sur TF1. Le Niger voisin, c'est potentiellement un des pays les plus riches d'Afrique. C'est un des plus grands exportateurs d'uranium. Et là, tout est systématiquement confisqué par Areva. Ça, j'ai eu l'occasion de le dire. On l'a dans des vidéos sur notre site, donc je ne reviens pas là-dessus. Quand on regarde le Mali et le grand écart de développement où le Nord est encore plus pauvre et encore plus abandonné, ce qui évidemment fournit un terreau au séparatisme et à dresser les gens les uns contre les autres, il faut quand même dire que le Mali est gouverné depuis le départ par les marionnettes de la France et que ces marionnettes de la France ont fait en sorte que le Nord reste sous-développé, ça ne les intéressait pas, et donc ils sont responsables de ce qui est arrivé là. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qui est un hasard. En fait, le colonialisme n'a jamais eu la possibilité de dominer une région qu'en affaiblissant les États qui étaient sur son chemin. Il faut absolument affaiblir les résistances. Et donc, je vous ai expliqué le cas du commerce existant qui avait été brisé. Et puis Modibo Keïta, ça c'est une constante. Maintenant, François Hollande dit oui, mais les Maliens sont trop faibles, ils n'ont pas d'État, leur armée ne vaut rien. Mais oui, vous avez tout fait depuis 20 ans ou 30 ans pour que le Mali soit faible. Et donc maintenant, vous avez créé en fait le prétexte pour faire votre intervention. En fait, chaque fois que en Afrique, dans un pays africain, il y a un dirigeant, chaque fois qu'il y a un dirigeant qui se dresse pour défendre son peuple
et pour faire en sorte que les gens aient à manger, qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils aient des médecins, c'est la France qui l'empêche et les autres puissances coloniales. Et le meilleur exemple, c'est Sankara au Burkina Faso. Sankara, à la différence des grands dictateurs corrompus, amis de tous les pouvoirs français, Sankara, quand il est devenu président, il a dit « Bon, maintenant tous les ministres on revend toutes les Mercedes et les Peugeot et les ministres vont rouler dans des Renault 5. » Ensuite, il a dit « Mon salaire, il ne change pas par rapport à ce que je gagnais avant. » Et il a dit « Il faut qu'on mette le paquet sur l'éducation et la santé. » Pour la bonne raison que dans son pays, 2 enfants nouveau-nés sur 5 mouraient à la naissance. L'espérance de vie était de 40 ans. Les adultes alphabétisés, 2%. Et aller à l'école, seulement 16% des gosses. Qu'est-ce que le FMI et la France démocratique, chère mademoiselle Fourest, ont fait? Ils ont bloqué tous les crédits à Sankara parce qu'ils voulaient lui imposer de diminuer les budgets d'éducation et de la santé. Diminuer. Alors qu'il aurait fallu mettre le paquet là-dessus pour que les gens puissent enfin sortir de la pauvreté. Et ça, c'est une histoire qui se répète tout le temps. Et le résultat de la politique est le même au Mali. Au Mali, moi j'aimerais bien que mademoiselle Fourest, elle s'intéresse un peu plus à un scandale qui est un fait très très simple. C'est que chaque année, il y a 250 000 femmes en Afrique qui meurent parce qu'elles n'ont pas eu les soins nécessaires avant la naissance et 2 ou 3 fois plus d'enfants. Au Mali, il y a une femme sur 4 seulement qui a la possibilité d'allaiter correctement son enfant jusqu'au bout, ce qui est indispensable pour qu'il soit en bonne santé. Au Mali ou au Niger, une terre qui n'est pas irriguée donne 15 fois moins qu'en France. Et en fait, une terre qui dépend entièrement de la pluie, ça donne 50 kilos par hectare, tandis que si vous avez l'irrigation, ça donne 1500 kilos par hectare. Alors, et quand le Niger a développé un projet pour irriguer toute cette terre, 400 000 hectares, et que tous les paysans puissent produire correctement, Areva, qui exploite l'uranium au Niger, a dit « pas question, on n'a pas d'argent pour ça ». Et donc, j'aimerais bien que la France, qui aide si généreusement le Mali, le Niger et d'autres depuis des dizaines d'années, nous explique comment ça se fait qu'il y a des fortunes colossales chez Bolloré, chez Bouygues, chez Total et dans tous les grands groupes français sur le dos des Africains pendant que les Africains continuent à crever de faim. Je rappelle que sous le colonialisme, il y a eu 205 à ce jour dirigeants africains assassinés par les colonialistes. 205. On peut donner énormément d'exemples. Comme on m'a demandé d'être bref, 20 minutes. Mais que je crois qu'il y a quand même des choses importantes à dire aussi. Je vais demander un peu d'indulgence. Je vous en prie. Faites donc. Là, je crois que l'important pour chacun de nous, j'insiste, chacun de nous, c'est de comprendre quelle place l'Afrique joue dans le grand échiquier mondial, quelle place cela joue dans la bataille pour la domination mondiale et pour la recolonisation du monde. Je pense qu'il est important de situer les différents acteurs parce qu'il y a des choses qui sont parfois complexes et pas évidentes. Je pense que les États-Unis, puissance économique en déclin, ne peuvent s'en sortir qu'en recolonisant le Grand Moyen-Orient, mais aussi l'Afrique, en contrôlant les matières premières. Et ça veut dire se faire énormément d'argent là-dessus, mais ça veut dire aussi en priver les adversaires. Le grand jeu entre les puissances coloniales, et pour moi on est toujours dedans, c'est je prends ça pour que tu ne l'aies pas. Et ça c'est vraiment fondamental. Je crois qu'il y a une dimension très importante dans la relation bizarre entre la France et les États-Unis sur l'affaire du Mali. La France prépare son intervention, tout le monde dit que c'est magnifique, c'est pour arrêter les islamistes, tout le monde doit être content. Et Mme Clinton, à l'ONU, elle dit, pas dans son discours, mais quand même, « This intervention is a shit ». Cette intervention, c'est une merde, excusez-moi. Donc, c'est bizarre. On fait un truc contre les islamistes et ils ne sont pas contents. Je pense que la relation entre les deux, elle a 2 aspects. D'un côté,
la France et les États-Unis sont engagés dans une guerre contre la Chine pour empêcher que la Chine trouve des partenaires en Afrique, mais ils sont aussi engagés dans une guerre contre les Africains, et puis ils sont engagés dans une guerre entre eux-mêmes pour savoir qui va prendre la plus grosse part du gâteau. La guerre contre les Africains, il doit être dit clairement que tout ce qui se passe en Libye, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun et dans toute une série de pays où on nous présente chaque fois des conflits qui sont isolés mais qui sont en réalité les différents éléments de la même guerre pour l'Afrique, c'est une guerre contre les Africains, c'est une guerre contre l'indépendance de l'Afrique, c'est une guerre pour empêcher qu'il y ait des nouveaux Sankara et des nouveaux Lumumba comme on les a toujours assassinés. En fait, empêcher l'unité africaine, c'est absolument fondamental. Et un élément dont on n'a pas du tout parlé, dans l'histoire du Mali, on a dit l'armée malienne ne peut rien faire contre les séparatistes du Nord. Pardon. Il y a eu un coup d'État au printemps de l'année précédente, de militaires absolument écœurés de voir que le président et la classe politique se remplissaient les poches et ne faisaient rien contre le séparatisme, contre les attentats, et un coup d'État pour organiser une résistance nationale. Et qu'a fait la France? Un embargo sur les armes et à la répression pour priver du pouvoir les militaires qui voulaient sauver leur pays avec le soutien d'une très grande partie de la population et de tous les progressistes pratiquement. Donc la France empêche le Mali de résister au séparatisme. Avec quelle arrière-pensée? Et quand je vois les États-Unis soutenir certaines forces et la France d'autres, et utiliser les forces séparatistes ou les islamistes pour... Enfin, je déteste ce mot, hein, ça n'a rien à voir avec la religion. Je veux dire, appeler ça... pour moi, c'est des bandes mafieuses, c'est des bandes politico-mafieuses. Ça n'a rien à voir avec la religion, et je serais très reconnaissant à celui qui trouvera un mot qui nous permet de remplacer ça, parce que ça n'a pas de sens de parler d'islamistes. Est-ce qu'on va parler de chrétianistes ou de juivistes? Ça ne veut rien dire. Donc ce sont des bandes qui servent des intérêts politiques. Ce sont aussi des bandes mafieuses. Ça doit être dit, et ça devrait être montré beaucoup plus. Et donc... il y a un double jeu extrêmement cynique. Le Canard enchaîné a publié le fait que le Qatar soutient les islamistes que la France combat. Je m'excuse, vous êtes alliés ou vous n'êtes pas alliés ou quoi? Total et le Qatar font des affaires sur les forages pétroliers dans la région ensemble. Quand on a publié ça dans le Canard enchaîné, je n'ai pas vu un torrent d'indignation du président et du gouvernement français en disant ça doit cesser. Mais non, ils font la même chose ensemble en Libye et en Syrie. Donc ça pose toute la question, est-ce que il y a un des partenaires qui excite et finance les islamistes, d'où viennent les armes d'ailleurs, on le sait, et l'autre qui en tire prétexte pour intervenir dans la région. Donc je crois qu'il y a énormément de questions à se poser, et ça correspond effectivement à cette analyse que nous avons faite sur la stratégie du chaos. C'est l'application du fameux proverbe africain « ce que tu ne peux contrôler, détruis-le ». Ils ne veulent absolument pas que des pays soient forts, souverains, indépendants. Et c'est ça la question clé. Si on veut mener la lutte contre la pauvreté, la condition c'est l'indépendance, la condition c'est la souveraineté économique, financière, politique et militaire. Et c'est ça qu'on veut justement empêcher. Il y aurait une possibilité, je pense, de résoudre ce problème-là, avec des forces armées de l'Union africaine qui font une intervention et des pays au-dessus de tout soupçon qui font une intervention pour protéger l'intégrité de l'État malien et mettre fin à des excès. Mais on ne le veut absolument pas. Je pense que le colonialisme veut absolument garder ces États en position de faiblesse pour pouvoir contrôler l'uranium, l'or, l'argent, le coltan, le pétrole, le gaz, etc. Je vais conclure avec ce qui me semble indispensable pour qu'on puisse éviter de tourner en rond dans les lamentations. Je veux dire, j'ai énormément de plaisir à me retrouver invité ici et à discuter avec Tariq, et je voudrais éviter que dans un an, on se retrouve pour discuter de la prochaine guerre en disant « ça y est, ils nous ont encore eu ». Et donc, je pense que la question de l'alternative et de la riposte et de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est absolument fondamental. Le système colonial, pour moi on est toujours dedans, le système colonial
doit absolument persuader les gens qu'ils sont faibles et impuissants. Et la réaction au Mali et dans certains pays africains, et la réaction, elle fait partie de ce que Albert Memmi avait analysé, le complexe du colonisé. Il intériorise cette logique et on veut lui faire croire qu'il est impuissant et que tout son sort dépend du colonisateur et de ceux d'en haut. Je pense qu'il est indispensable de développer une solution qui permettra la souveraineté des Africains. Quand on compare la misère au Mali, au Niger, etc., et avec le fait qu'au Venezuela, vous avez l'éducation, des médecins pour tout le monde, des boulots qui commencent à se créer et que les gens reprennent espoir, la différence, c'est Chavez, et la différence, c'est le peuple qui se mobilise sur un programme alternatif. Idem avec la Bolivie d'Evo Morales. Donc on a besoin, dans le monde arabe et en Afrique, de Chavez et d'Evo Morales, et on a besoin de mobilisation sur un programme clair pour la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique, sur tous les plans, et on n'est absolument pas faible. Nous représentons les 99%, nous nous battons contre le 1% plus quelques flics de la pensée, et je suis convaincu que si on se mobilise pour analyser les stratégies actuelles, analyser la manière dont l'information est piégée, et créer des instruments, articles, vidéos, documentaires, Internet, mais surtout le débat quotidien que vous pouvez avoir au travail, dans les écoles, sur Internet et partout, je suis persuadé que si on se mobilise en tant que 99%, on va gagner. Je vous remercie. D'abord, remercier le European Muslim Network ici à Bruxelles et en Belgique de l'organisation de cette rencontre. Vous demandez vraiment également de soutenir le travail de Mohsen avec un livre qui est publié à compte d'auteur. Parce que je pense on peut être d'accord ou pas d'accord. La question, elle est pas d'être d'accord sur les conclusions, mais d'appréhender les interpellations et les questionnements qui sont là et qui sont particulièrement intéressants. Et vraiment soutenez aussi ceux qui prennent la peine de s'engager, qui payent le prix aussi, parce que à partir d'un certain moment, en termes de travail, en termes d'emploi et de reconnaissance, eh bien, c'est un prix qui est payé, et c'est aussi à vous de montrer votre engagement actif à soutenir ceux qui vont jusqu'au bout de leurs idées. Alors, à la suite de ce que vient de dire Michel Colomb, sur les grandes lignes, nous sommes d'accord. Il y a bien entendu des désaccords entre nous sur certaines parties du monde, sur certaines conclusions. C'est là que ça devient intéressant, mais sur le plan fondamental, nous sommes d'accord sur un certain nombre de choses qu'on nous dit et un certain nombre de choses qu'on nous cache. Et moi, j'ai pas de temps à perdre avec BHL, Caroline Fourest et consorts. Je veux dire, quand on nous dit qu'il n'y a pas de complot, de faire croire qu'il n'y a pas de complot, c'est le complot lui-même, en fait. C'est la grande lutte idéologique. Donc, moi, je vais passer là-dessus. Elle ne m'intéresse pas beaucoup, si ce n'est pour dire qu'il y avait une chose lors du débat que j'avais eu en face à face avec elle à la télévision française qui m'avait déçu de moi. C'est qu'à un moment donné, j'avais décidé de mettre en évidence un certain nombre de choses sur les réseaux avec lesquels elle travaille. Parce qu'elle se présente comme une journaliste indépendante et tout ceci. Et c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui. Le plus important, c'est pas que BHL ce soit apparemment un mondain. C'est pour qui il travaille, avec qui et quelle propagande il fait. Et aujourd'hui, j'ai aucune crainte à dire que c'est l'agent intellectuel du Mossad israélien. Cet homme-là travaille au plus haut niveau du gouvernement israélien. On n'est pas dans n'importe quoi, là. Et quand on voit qu'elle est alliée avec lui, que ceux qui la publient en Angleterre, dans les livres qu'elle fait, Caroline Fourest, c'est tout le même réseau. Daniel Pipes, qui fait une liste de tous ceux aux États-Unis qui sont trop pro-palestiniens. Douglas Murray, la même chose, qui nous fait une organisation sur la cohésion sociale. Et dont tout le discours, c'est de stigmatiser la mobilisation des musulmans quant à leur citoyenneté. C'est le même réseau. Et ils apparaissent comme indépendants, totalement ouverts à la réflexion, objectifs quant à l'apparence, idéologues quant au fondement. Et quand il y a quelques années, on avait eu accès à la façon dont le gouvernement israélien
proposait d'intervenir sur le champ médiatique international pour donner du crédit à la position israélienne, tout en ne se positionnant pas comme anti-palestinien, vous suivez les 10 points et vous allez voir que vous avez Caroline Forrest. C'est ça. C'est la même chose. Ah, mais moi, j'aime les Palestiniens. Elle va avec Chalgoumi à Tel Aviv. À partir de ce moment-là, c'est ça qu'il faut mettre en évidence. C'est qui parle et d'où vous parlez. Et notre position, en tout cas moi ce que je crois particulièrement important aujourd'hui, c'est que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Ce qu'on est en train de dire là, vous savez la dernière proposition de Michel Colomb de travailler ensemble, être une force de proposition, il faut qu'on soit bien clair. Il faut qu'on soit bien clair. Ça se paye. Intellectuellement, ça se paye. Ça veut dire qu'il faut aller chercher l'information là où on nous la cache. Ça peut dire que médiatiquement et par rapport à des forces politiques, ça se paye parce que vous devenez un agent ennemi de la pensée qui s'installe. Il faut admettre que si vous êtes pour une idée de justice, il va falloir payer le prix et faire face. Il faut être courageux. Donc moi, tout ce discours-là qu'on a sur le Mali assis ici, c'est facile. Et penser qu'on est en face. D'accord, tout ça c'est facile maintenant. Qui parmi vous, ici dans cette salle, va payer le prix et est d'accord au sacrifice intellectuel d'aller chercher l'information, au sacrifice intellectuel de confronter les grandes théories qui se moquent de nous à ceux qui font de la diversion stratégique. C'est ça qui est le plus important. Je veux dire, là, vous avez juste payé le prix de vous asseoir. Parce que les petits bourgeois de la résistance, c'est ça aussi. On paye, on s'assied. Ah, ça c'est vrai, il a raison, vas-y, dis. Et on ne paye aucun prix. Le prix intellectuel, le prix de, par exemple, d'écrire un bouquin, de se mettre en avant, et puis d'aller jusqu'au bout. C'est ça que ça veut dire, on est bien d'accord. Aujourd'hui, notre monde, ce dont il manque, ce n'est pas simplement des gens qui réfléchissent, c'est des citoyens et des leaders courageux, qui sont prêts à avoir le sacrifice intellectuel, le sacrifice social et le sacrifice politique de dire un peu de vérité. Et ça, c'est un prix. Il faut le savoir si on est prêt à le payer ou pas. Parce que moi, j'en ai marre des gens qui sont courageux entre 2h et 4h. Courageux quant à ce qu'ils écoutent, pour courageux quant à ce qu'ils entreprennent, quant à leur engagement. Et quand on parle de ceci, je vous le dis parce que moi, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas du tout musulmans et qui étaient beaucoup plus courageux que tous ceux qui parlaient du courage en islam, de l'éthique en islam. Et que j'ai rencontré en même temps des gens qui allaient jusqu'au bout de leurs idées, qui ont payé le prix. Un de mes amis, moi j'étais un ami de l'Afrique du début des années 80, un de mes grands amis en Afrique, c'était un Touareg, il était dans la résistance au Nord Mali, il a été assassiné par les forces armées maliennes, et on nous disait que c'était un kafir, mais c'était un homme de justice, c'était un homme qui mettait en évidence la corruption de l'État malien et qui a été assassiné. Et ça, c'était quelqu'un avec lequel je m'asseyais avec lui, j'étais d'accord sur 95% de l'engagement politique et des idéaux. Maintenant, il ne disait pas Dieu est un, mais il disait la justice pour tous. Et il le disait justement. Et je voyais à la tête de l'État malien des gens qui disaient Dieu est un et l'argent est pour moi. Voilà ce qu'on avait. Non, c'est pas... S'il vous plaît. Vous savez quelle est ma relation avec les applaudissements. Donc... simplement pour commencer ceci et pour arriver à la question, sur une question qu'il faut... Alors, encore une fois, j'entends bien ce que dit Michel Colomb quand il dit « ça n'a rien à voir avec la religion ». Malheureusement, ça a à voir avec la religion. Ça a à voir avec la religion parce que le fait que la religion soit instrumentalisée, l'instrumentalisation n'a rien à voir avec la religion. Mais c'est la religion qui est instrumentalisée et il faut avoir un discours clair sur le fait religieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose, l'un des plus grands laboratoires, les deux grands laboratoires de l'époque contemporaine quant à la gestion du fait religieux, dans sa capacité à le radicaliser et à sa capacité à en faire un instrument de politique internationale, c'est l'Égypte à partir des années 50 et c'est spécifiquement l'Algérie à la fin des années 80. Et là, ce sont des laboratoires communs. C'est-à-dire, ce sont des laboratoires où, encore une fois, il faut qu'on commence par des positions fondamentales et claires. C'est-à-dire que, et ça c'est une position dans laquelle chacun d'entre nous, quand elle ou il prend la parole, il faut où est-ce qu'on est? Est-ce que, par exemple,
comment je me positionne par rapport aux littéralistes. Alors les littéralistes, il y a des salafis qui sont littéralistes. C'est une ancienne tradition, et ces salafis qui sont littéralistes, je n'en suis pas, mais je respecte certaines de leurs réponses, je respecte leur lecture des textes, je ne suis pas d'accord sur leurs conclusions, sur leur façon de comprendre l'islam, et je m'oppose à leur interprétation. Mais la très grande majorité d'entre eux, historiquement, n'étaient pas des violents politiquement, n'ont jamais été des violents politiquement. Le problème que l'on a avec les salafis littéralistes, ce n'est pas qu'ils sont violents politiquement, c'est qu'ils sont instrumentalisables politiquement. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport au texte blanc et noir, et qu'à partir d'un certain moment, ce sont des gens qui ne comprennent pas que quand on dit « je ne fais pas de politique, je soutiens l'Arabie saoudite », c'est de la politique. Ça ne rentre pas. Il y a un élément de la conscience politique qui manque. Elle veut dire « ah non, pas de politique ». Comment pas de politique? Oui, non, nous, ils sont au pouvoir, pas de politique. C'est de la politique. Et cette position-là, elle est une position de principe sur le littéralisme. Après, il faut prendre des positions sur comment a évolué le littéralisme et comment on l'a parfois utilisé. C'est-à-dire que vous avez le littéralisme salafi, puis ensuite vous avez des traditionalistes. Et ce n'est pas pareil. Les traditionalistes suivent des écoles de pensée, comme par exemple les talibans. Les talibans en Afghanistan, ce ne sont pas des gens qui sont comme les salafis. D'ailleurs, même les salafis saoudiens, quand ils partent en Afghanistan, leur but, c'est de les rééduquer à la vraie compréhension de l'islam. Parce qu'ils sont trop fermés dans une école hanafi et dans une tradition d'école scolastique. Donc apparemment, on dirait que c'est les mêmes. Fondamentalement, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Certains pensent qu'ils sont dans la pureté de l'islam et que des autres sont dans l'innovation parce qu'ils suivent une école. Mais dans leur tenue vestimentaire, dans leur rapport à la politique, c'est la même chose. Même rapport à la politique, pas le même rapport au texte. Et pourtant, dans les deux cas, le rapport à la politique va permettre aux Américains, aux politiques saoudiennes, et ensuite aujourd'hui qataris et des gens du Golfe, et aujourd'hui encore depuis l'extérieur à des forces occidentales, à utiliser ces gens à des fins politiques. Alors nous, il faut qu'on prenne une position de principe. Et la position de principe, c'est de dire l'instrumentalisation du religieux n'est pas de la religion, mais il faut prendre une position sur la religion en disant que ceux qui ont une lecture littéraliste, eh bien vous vous positionnez, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Mais ceux qui, au nom de la lecture littéraliste, se permettent de dire un tel est dans l'islam, un autre n'est pas dans l'islam, tel je peux le tuer, tel autre je ne peux pas le tuer, et qui vont jusqu'à la violence extrémiste, eh bien ceux-là, il faut dire non. Là, nous ne sommes plus dans l'ordre de l'islam. Là, nous sommes sortis. Et c'est une condamnation ferme sur l'application, soi-disant, de la charia au normali. Ça, il faut prendre ces positions-là. Mais on est obligé de les prendre d'un point de vue religieux. Vous ne pouvez pas dire, non, non, ce n'est pas l'islam. Ah ben, je suis désolé. Quelqu'un qui dit, Allahu Akbar, la ilaha illallah, et une main coupée, vous allez dire, ah, ce n'est pas la religion. Ben, allez faire ça. Vous allez faire comprendre ça à qui? Qui va vous écouter? Ça veut dire, vous êtes des... Vous savez ce qu'on va vous dire? Double discours. Et là, pour le coup, on a raison. Moi, quelqu'un qui ne prend pas une position musulmane sur quelqu'un qui coupe des volets en me disant c'est pas la religion, c'est pas l'islam, je suis désolé, il le fait au nom de l'islam. Quelle est ta réponse? Comment tu te positionnes? Donc il faut dire de ce point de vue-là que cette interprétation-là de l'islam, que le fait d'aller tuer des innocents, que le fait de s'en prendre, ce qui a été fait au Normali, eh bien nous, d'un point de vue religieux, on s'y oppose. Alors ces groupements-là, que maintenant on appelle communément, vous savez, le pouvoir de la terminologie, ça nous est déjà arrivé, ça, historiquement, sur le plan récent, avec le mot salafi. Au départ, salafi, c'est des littéralistes non politiques. Et peu à peu, on a vu salafi, salafisme, salafisme violent, djihadisme, et le mot salafi, maintenant, est devenu partout médiatiquement celui de l'extrémisme violent. À tel point qu'après, on est allé chercher, par exemple, pour ce qui me concerne dans mes livres, quand je disais « je suis salafi réformiste », je dis « ah, il l'a dit, salafi ». Qui l'a dit? Notre ami Forest. Donc, en l'occurrence... non, mais parce que ça m'est revenu sur cet élément de définition. Donc, voyez comment le mot a évolué. Et le deuxième élément maintenant, c'est sur le mot islamiste. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est l'islam politique, puis ensuite, c'est devenu l'islamisme où il y avait plusieurs types d'islamisme. Et maintenant, on utilise islamisme pour dire tous ceux du Normali.
Mais vous avez bien compris, par extension, ce dont on parle au Normalie, c'est le même mot de ce dont on va parler en Tunisie, de ce dont on parle en Égypte. Et islamisme est devenu un mot qui va déterminer le caractère négatif de tout projet politique. Alors après, encore une fois, on peut être d'accord ou pas. La question, c'est la précision terminologique. Et la précision terminologique, c'est de dire, ben voilà, vous avez aujourd'hui des mouvements qui sont islamistes. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même vous dire une chose, c'est que le mot islamiste ne vient pas au départ de la terminologie occidentale. Il vient au départ des prisons égyptiennes, où il y avait muslimoun et islamiyoun. Et ça a été une question fondamentale. Pourquoi ? Parce que chez les frères musulmans, il va y avoir une... Je l'ai déjà expliqué ici, ceci, mais je le rappelle, parce qu'il faut qu'on sache d'où ça vient le terme. Eh bien, à un moment donné, on se bat contre les Britanniques. Alors c'est facile, ils ne sont pas musulmans, on est musulmans. Et ceux qui s'y opposent, c'est eux. Ça peut être min ahl al-kitab ou des kuffar, ce que vous voulez. Nous, on est muslimoun. Tout à coup, qui vient au pouvoir ? Un musulman. Nasser. Est-ce qu'il est encore musulman, oui ou non ? Certains disent non. Il est en route, kharij min al-islam. Il est sorti de l'islam. Et nous sommes les musulmans. Et ce mouvement-là va se radicaliser dans les prisons. Et les autres disent non, il est encore musulman, mais il commet des erreurs. Nous sommes tous muslimoun et nous, islamiyoun. C'est-à-dire, on les garde dans l'islam, mais nous, on a un projet politique. Donc vous avez compris que c'est une question qui va déterminer l'ouverture de l'islam contre un mouvement qui va s'établir dans les années 70 et 80, qui est le mouvement et-takfir. Et-takfir, c'est-à-dire, nous sommes musulmans, vous ne l'êtes plus. Dès que vous soutenez un dictateur musulman, vous êtes sorti de l'islam, donc votre sang est halal. Vous suivez ce débat-là ? Mais ça, c'est dans les années 50, on n'est pas... Et vous pensez que les Américains découvrent, les Français découvrent, ils ne savent pas tout ça ? Je veux dire, non seulement ils le savent, mais la stratégie de radicalisation et d'emprisonnement des frères musulmans à partir des années 50, les Américains sont les conseillers politiques de Nasser. On révèle qu'en 1955, c'est des agents américains qui mettent en scène une tentative d'attentat contre Nasser. Ils mettent en scène, et le colonel égyptien, 30 ans plus tard, écrit « J'étais dans la réunion, ils nous ont conseillé de faire en sorte d'un attentat. » Pourquoi ? Nasser sort grandi aux yeux du peuple, prend tous les frères musulmans, exécute toute la tête. Tous exécutés. Quand ils sont tous exécutés, qu'est-ce qui va se passer en prison ? Radicalisation. Et quand vous radicalisez, vous vous justifiez. Et quand vous vous justifiez, vous avez gagné. Politiquement, ces gens-là sont des fous de Dieu. Et jusqu'à Moubarak, quelle va être la rhétorique ? Vaut mieux un dictateur qui réprime que des islamistes qui vont être anti-occidentaux. Toute cette rhétorique, elle est jusqu'à aujourd'hui. On l'a entendu jusqu'à ce que Ben Ali prenne l'avion, la France disait toujours la même chose. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'en amont, avant de venir au Mali, tout ça, il faut prendre des positions. Et encore une fois, qu'on soit clair. Position sur la terminologie qu'on emploie parce qu'elle est importante. Deuxième des choses, position sur ce que font certaines femmes et certains hommes au nom de l'islam, où il faut être capable de dire « ça n'est pas acceptable ». Je ne leur enlève pas la caractéristique musulmane, mais je ne reconnais pas la légitimité de ce qu'ils font au nom de ma religion. Je ne vais pas commencer à faire du takfir en disant ils ne sont pas musulmans. Ils sont musulmans, mais là, ce qu'ils font, ce n'est pas possible. Et il faut prendre des positions de principe. C'était une position qu'il fallait avoir bien avant au Normalie, et je vais simplement y revenir, parce que c'était la même chose avec l'Afghanistan. L'Afghanistan, ce qui se faisait, et c'est vrai que c'est quand même étonnant que ces mouvements qui étaient politiquement, qui étaient d'abord strictement religieux, on s'aperçoit quand même qu'ils ont une capacité à s'installer partout où il y a de grands intérêts économiques. Le Niger, le nord du Mali, la région de la Mauritanie, vous avez une région ici dont, en termes de prospection, on ne sait pas encore exactement quelles sont les ressources en pétrole, en gaz, en uranium. Mais ce qui est apparu, c'est que dans les premières estimations d'il y a 7 ans, eh bien, on disait que ce serait une ressource qui pourrait dépasser les réserves algériennes, voire même algériennes et libyennes ensemble. Donc on est dans une perspective qui est importante. Et quels sont ceux qui sont en train de s'installer depuis maintenant 10 ans en Afrique ?
Eh bien, vous ne pouvez pas aujourd'hui entrer dans n'importe quel pays d'Afrique occidentale sans vous rendre compte de la nouvelle présence chinoise. Une présence phénoménale et qui prend contact de la façon tout à fait différente. Pourquoi? Parce que quand la Chine entre en contact avec l'Afrique, elle n'a pas le passif colonial. Et ça, c'est particulièrement important. Alors, à un moment donné, les États-Unis sont entrés et sont encore là-bas. Mais il faut se rendre compte de cette dimension-là. Il y a une personne que je n'aimais pas, qui était un dictateur, mais qui avait posé un élément de balancier dans la politique régionale, qui était Kadhafi. Il a fait quelque chose, et il l'a dit, il l'a écrit. Il a dit, vous continuez comme ça, nos relations, ce sera avec la Chine et la Russie. Et il a établi avec l'entreprise nationale de pétrole les premières relations avec la Chine. Quand même savoir que le fils de Moubarak, Gamal Moubarak, celui dont on a parlé et qui a été jugé à un moment donné, puis libéré, etc., il tenait 60% des plus grands contrats en Égypte. Il avait, depuis 3 ans, commencé à se tourner du côté de la Chine en matière de relations économiques. Donc ce que dit Michel Colomb du point de vue de cet engagement avec d'autres forces régionales est très important en Afrique. Et je vous renvoie aussi à un texte, moi, qui m'avait surpris, et je suis allé après rechercher un certain nombre de détails. Il faudra aussi se poser la question des 4 ou 5 régions où aujourd'hui Israël est impliqué d'un point de vue de politique régionale. L'Éthiopie et l'Érythrée, le Sud-Soudan, cher à Clooney. Il faudrait que vous recherchiez ce que fait Clooney, le bel acteur. Faites très attention. Faites très très attention. Cette obsession qu'il a du Darfour et cette mise en évidence du Darfour, il est le réalisateur très récemment d'un film qui vient de gagner quelques Oscars et quelques prix en Angleterre. Ce film réfère à la prise de l'ambassade d'Iran. Regardez où est Clooney. Non, vous allez voir. Vous allez voir que l'un des financeurs et qui s'est engagé. C'est quand même étonnant qu'à la périphérie, on a un certain nombre de films qui stigmatisent systématiquement la même chose. Il faut vérifier ça, parce qu'Hollywood, c'est une formidable machine de guerre intellectuelle et idéologique. Et nous, on voit l'acteur, et en plus, il est beau. Bref. Ce que je mets en évidence ici, c'est ce qu'il faut faire comme recherche, c'est se rendre compte de ces non-dits et de ceux qui ont des influences en Afrique. Alors, très rapidement pour aller... J'ai encore 5 minutes, c'est ça ? Simplement, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est cette installation en Afghanistan, où on s'est aperçu qu'il y a le gaz, du pétrole et du lithium, particulièrement important pour tout ce qui concerne l'industrie des mobiles et des nouveaux moyens de télécommunication, de formidables ressources, ils se sont installés. Et puis, vous pensez que... et on nous a vendu ça. L'intervention en Afghanistan est la suite de l'attentat du 11 septembre. C'est faux. On a des textes et on a des documents qui, en avril de cette année-là, annoncent que les États-Unis veulent intervenir en Afghanistan. Donc, l'instrumentalisation d'un attentat qu'il faut condamner. Vous voyez, les positions de principe, elles sont claires. On condamne, mais en même temps, on pose des questions. Sur la question du Mali, on nous a dit tout à coup, les Français sont intervenus. Eh bien, nous, quand on a eu, on a eu des premières rencontres du colloque international des musulmans dans l'espace francophone, quand je discutais, la première, il y a 7 ans de cela, je discutais avec des militaires maliens. Et puis ensuite, il y a 5 ans, on a rencontré un militaire qui est venu me voir lors d'une rencontre, il a dit « j'ai un cas de conscience ». Et je dis « quel est le cas de conscience ?» Il me dit « je ne comprends pas la stratégie de mon pays vis-à-vis de ces terroristes. Tout est fait pour les radicaliser ou pour les tuer. Il ne faut pas les arrêter, et je me demande pourquoi. » Et il nous explique qu'à un moment donné, il arrive dans un camp, tout le monde est désarmé, et il ne peut pas les tuer, ils sont désarmés. Et il demande, et on lui dit « tue-les ». Et lui, il dit « je ne peux pas le faire ». Il les ramène à Bamako, ils sont emprisonnés. 3 semaines plus tard, il est lui
il reçoit un blâme, un avertissement extrêmement sérieux. 3 semaines plus tard, il retrouve les personnes qu'il avait arrêtées, montées à Bamako, libérées sur le chantier, il fallait les tuer. Il dit, qu'est-ce qu'on cherche? On ne veut pas les questionner? Comment ça se fait qu'on n'arrête jamais personne? Comment ça se fait qu'on n'a jamais personne qui témoigne de qui il fait, ce qu'il fait, pourquoi il le fait? On nous a dit, il y a 3 personnes qu'on a arrêtées, il n'y a rien, il n'y a jamais rien. C'est juste des gens suffisamment stupides pour laisser un passeport sur des cendres intactes. Il y a quand même des choses où on a le droit de se poser des questions sur la stratégie. On cherche quoi? Eh bien, les processus de radicalisation, ils ne datent pas de maintenant. Les processus de radicalisation en Égypte, on les connaît. Les processus de radicalisation en Algérie, on les connaît. Ces processus qui poussent les gens à la radicalisation et en même temps qui vont justifier après coup. Alors, c'est là où nous, on doit avoir l'habilité intellectuelle et la justesse intellectuelle de condamner ce que les gens font au nom de la religion, puis ensuite d'essayer de comprendre les stratégies qui sont derrière. Alors, quand on était au Mali et puis qu'il y a eu une discussion, on avait eu le colloque international, ATT était là-bas, l'ancien président de la République, et il mettait en évidence que pour lui, il devait y avoir une nouvelle stratégie par rapport à la France. D'ailleurs, qu'il l'a beaucoup aidé, qu'il l'a beaucoup soutenu. Et sur ce point-là, je serais peut-être en désaccord sur comment se sont passés les derniers moments. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va tomber, lui. Il va y avoir un coup d'État parce qu'il dit qu'il veut intervenir contre les salafis, mais en même temps, il essaye d'établir des contacts renouvelés avec le colonel Kadhafi, avec toute la région. Et celui qui pose des problèmes à toute la stratégie française et américaine dans la région, c'est effectivement Kadhafi. Quand Kadhafi tombe, quand ce bastion-là tombe, eh bien, ça ouvre des perspectives tout à fait nouvelles pour la reconsidération de la géostratégie en Afrique orientale. Alors, c'est vrai, vous vous en souvenez, évidemment, en Côte d'Ivoire, c'est vrai en Libye, bien entendu, et puis là, maintenant, c'est vrai aussi au Mali. Donc, cette intervention-là, elle a un antécédent historique qu'il faudrait dont il faudrait se rendre compte. Alors, ce qui a été aussi mis en évidence et qu'il ne faut pas oublier, toutes les tentatives alternatives d'un point de vue pas simplement politique, mais d'un point de vue économique, qui posent la question de l'autonomie. Sankara, moi que j'étais allé voir Sankara au début des années 80, et j'étais très très étonné de voir la conscience musulmane, c'est-à-dire la conscience des résistants ou de ceux qui luttaient contre le colonialisme et qui étaient de confession musulmane, qui le déconsidéraient, qui le considéraient. Il y avait, je veux dire, on a une façon de considérer. Je veux dire, moi je ne comprends pas. J'ai un vrai problème dans notre façon de concevoir la résistance. On a quand même compris que dans les 2 dernières années de Malcolm X, ce pourquoi il a été tué, c'est parce qu'il a compris qu'il fallait sortir de l'obsession islamique pour intégrer la référence islamique à l'Alliance pour la justice. Que le but, ce n'était pas d'être blanc ou noir, musulman ou pas, c'est que les musulmans pouvaient et devaient s'inscrire au nom du principe de justice qui était le leur, dans un réseau international, la résistance africaine, la résistance. Et il a compris, les Africains qui résistent contre le colonialisme en Afrique sont les alliés objectifs des Afro-Américains qui résistent contre le système de discrimination raciste aux États-Unis. C'est ça qu'il a compris. Et là, on le tue. Avant, tu peux dire ce que tu veux sur les Blancs, tu restes, parce que tu es beau dans ton délire. Délire à haute voix, ça nous va. Mais quand tu réfléchis en silence, alors là, on te tue. Et nous, à partir de ce moment-là, des gens comme Sankara, il avait une position qui était une position de lutte contre la corruption. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mot de Jacques Chirac, Sankara, ça suffit. Le fait de passer par Compaoré, son petit frère, je suis allé voir le père, je suis allé voir la mère, ils ont éduqué cet enfant. Compaoré, c'est son frère. C'est son frère, pas de sang, mais c'est son frère, il a été éduqué par les mêmes parents. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont mis une femme. Il a épousé une femme par l'intermédiaire de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire. Et cette femme-là, c'est une agente française. Elle lui tourne la tête et il tue son frère. Il le tue et on le prend par le côté le plus faible.
Et aujourd'hui, cet homme-là, il est à la tête du Burkina Faso, un allié objectif de la France. Donc à partir d'un certain moment, tout ça, il faut qu'on ait des analyses, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on ait une analyse en amont. Et ça nous permet de comprendre que tout ce discours, parce que je ne vais pas répéter ce qu'a dit, ce sur quoi je suis d'accord, sur toute l'analyse, il faut avoir une réflexion sur le plan économique, pas simplement sur le plan politique, de comprendre les enjeux qui sont liés à ces réalités-là. Et puis, ce qui a été dit, et je conclus par ça, c'est vraiment de comprendre les autres enjeux, les autres intervenants sur le plan intérieur. Reste, en conclusion, cette dernière question, c'est que moi, j'avais écrit un texte qui prend clairement position contre l'intervention. Vraiment, fortement, je ne sais pas combien, ça a été une avalanche, ce texte, j'ai eu de réactions. Alors, j'ai eu un intellectuel sénégalais qui me dit, que faut-il choisir entre le colonialisme des Français ou le paternalisme des Arabes? Eh ben, c'est une nouvelle forme de colonialisme, c'est-à-dire que j'étais le paternaliste arabe. Et le type, il écrit dans son texte, Hollande n'avait aucun intérêt à aller en guerre au Mali. C'est-à-dire, ça lui portait beaucoup plus préjudice sur sa politique intérieure. Attendez, je veux dire, il a réussi à se présenter comme chef de guerre, comme celui qui menait et qui osait. Donc, quelque chose de tout à fait superficiel. Mais ce qui est troublant, c'est on ne peut pas ne pas reconnaître que 85% du peuple malien, eh ben, il salue ça. Il a salué l'intervention. Le conseil de Ulama, avec lequel j'ai travaillé pendant des années, on n'était pas toujours d'accord, mais on a travaillé ensemble, a directement écrit d'ailleurs, 2 jours après le texte où je prenais directement position, il fallait carrément se distancer, a écrit une lettre de soutien à l'intervention française. Donc il y a des forces en Afrique où à partir d'un certain moment, nous, il faut qu'on se mette d'accord et qu'on soit conscient. Nous, de notre point de vue, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être des attentistes et des passifs? Et il faut aussi qu'on se rende compte qu'en Afrique, il faut vraiment espérer, s'engager et travailler avec un réveil de la conscience libre, des intellectuels, des gens qui ne sont pas tout le temps en train de se plaindre que c'est l'Occident qui fait tout ça. L'un des grands problèmes de l'Afrique, c'est les Africains. Alors je ne suis pas d'accord avec Sarkozy, ils sont dans l'histoire. Mais il y en a qui sont à côté de l'histoire. Il y en a qui ne sont pas courageux suffisamment. Il y en a aujourd'hui qui sont pour cette reconnaissance de la France. Et puis en même temps, il faut comprendre que ce que la France ou ce que l'Occident donne de reconnaissance à cette élite-là, ça les met dans des situations tout à fait particulières. Et puis que le monde arabe, et puis que le Qatar ou l'Arabie saoudite ou que les pays les plus riches, ben, qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Avec qui ils travaillent? Par ailleurs, juste pour le dernier point, mais j'ai reçu à la suite de cet article-là une note de Total. Et qui me disent « Ah non, non, on n'est pas du tout sûr des richesses qu'il y a dans cette région-là. » Et qui, en fait, ils me reprenaient sur une citation, ils avaient raison. C'est-à-dire que le nouvel Eldorado, qui a été dit, que sur Internet on trouve comme ayant été dit par un des représentants de Total, ne se retrouve que sur Internet, c'est pas ailleurs. Donc, Internet n'étant pas une source de référence, il faut chercher ailleurs. Il me remet en cause la citation elle-même, mais il ne me met pas en cause le fond de la question, c'est-à-dire que ça reste un espace en disant on ne le sait pas. Il ne dit pas que c'est vrai, il dit on ne le sait pas. Et il m'écrit dans la tête, nous, dans la région, on travaille avec qui? Avec l'entreprise algérienne et une entreprise qatari. Et il faudra aussi se poser la question du jeu de l'expérience algérienne dans tout ce qui est la façon de gérer la question du terrorisme. Parce que là aussi, c'est une question qui est une question de fond depuis les années 80. Donc voilà, c'est complexe. On a des positions de principe à prendre, pas être naïf, et puis d'avoir un peu de mémoire sur ce qui est en train de se passer. Merci.